Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du club du CEPI, spécialiste des pays émergents. Et après l'opus sur l'Inde, publié dans la célèbre collection Pour les nuls, vous venez de co-signer avec Rahman Idrissa l'Afrique pour les nuls. Je vous reçois à cette occasion, c'est l'occasion de dresser un petit peu les perspectives de développement du continent africain. Alors vous rappelez dans votre livre que l'Afrique a connu une croissance d'environ 5 à 6% par an depuis 2000. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, l'Afrique, c'est un nouvel Eldorado à l'heure où les BRICS ralentissent? Oh là là, surtout pas. Surtout pas. Je reviens de Niger, la croissance avait été de 6 à 10%, même 11% certaines années. Elle va être inférieure à 3%. Donc pour une première raison, ce n'est pas l'Eldorado, parce que sur le plan conjoncturel, les matières premières qui représentaient le tiers de la croissance de l'Afrique sont évidemment en train de retomber à la fois en valeur et en flux. Deuxième raison, l'Eldorado, c'est plutôt le Far West, parce que l'Afrique, ça reste quand même plutôt, non pas une zone émergente, mais une zone pré-émergente, un marché frontière. C'est extrêmement difficile d'y travailler. Mais attention, il y a un proverbe africain qu'il faut absolument avoir en tête. Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. Alors il y a eu la phase afro-optimiste, puis la phase afro-pessimiste. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans cette phase afro-pessimiste, parce qu'il y a quand même quelque chose qui frappe dans ce continent, c'est la puissance à la fois des fleuves, bien sûr, mais aussi de ses économies. Alors on s'interroge quand même sur le taux de pauvreté qui reste le plus élevé au monde en Afrique. Comment l'expliquer malgré ces taux de croissance de 5 à 6%? Est-ce qu'on peut parler d'une croissance mal redistribuée? Oui, avant de parler redistribution, bon, j'ai été marxiste pendant tout un temps, mais je pense qu'il faut d'abord produire avant de redistribuer. Donc le problème de l'Afrique, c'est deux choses pour la pauvreté. D'une part, c'est la transition démographique. Ça reste un pays où la démographie est unique au niveau de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, en Niger, 8 enfants par femme, et ça a augmenté en plus. Parce que quand ça va mieux, on fait plus d'enfants, paradoxalement. Donc l'Afrique est tirée quand même, qu'on le veuille ou non, par le bas ou vers le bas à court terme. Et c'est donc le problème de cette pauvreté. Quand vous avez un taux de croissance démographique de 3 à 4% par an, eh bien votre taux d'épargne est très faible, ça c'est connu, donc votre taux d'investissement est faible, donc on a du mal à améliorer la situation de tous. Et puis la deuxième raison, c'est l'orientation de la croissance. C'est vrai que malgré tout, le redémarrage de l'Afrique des années 2000, c'était les matières premières, c'est-à-dire la malédiction des matières premières, qu'on le veuille ou non, donc une très forte concentration de la richesse. Alors qu'est-ce qui manque pour que l'on assiste à un décollage franc du continent africain et pour que la pauvreté recule? Moi, je vais reprendre quand même un deuxième proverbe africain. Allez, allez-y. L'éloge de la patience. Tu vois le sable, crois-tu que la mer est proche? Il faut être très patient dans le cas de l'Afrique. Sa transition est assez unique. Ce n'est pas la Chine, ça ne sera pas l'Inde non plus. Deuxième facteur, c'est le problème du triangle, le tabouret. Il faut laisser le temps à l'Afrique de trouver la bonne adéquation entre ses modèles politiques, ses modèles démographique, j'ai parlé de cette transition, 4 milliards d'habitants à la fin du siècle, enfin, ouais, la fin de ce siècle. Et enfin, trouver l'assise économique. Ce triangle-là, des pays comme la Chine l'ont trouvé, on aime ou on n'aime pas, mais peu importe. L'Inde, finalement, le trouve, c'est le chaos, mais ça marche. Dans le cas africain, l'Afrique a du mal à trouver, il faut donc lui laisser le temps, cet ajustement. Par exemple, sur le plan politique, c'est comment coordonner, harmoniser, cette idée, les États-Unis d'Afrique, donc l'Union africaine, il faut qu'il y ait une cohérence globale, bien sûr, mais en même temps, il y a des États assez factices, donc il y a des régions avec des ethnies qui sont assez marquées, puis il y a le local. Et donc, trouver dans l'espace-temps cet équilibre-là, ou ces équilibres-là, voilà, il faut être patient. En ce qui concerne le modèle économique, on a beaucoup entendu parler, vous le rappelez dans votre livre, l'exemple d'H&M qui a délocalisé de la Chine vers l'Éthiopie, où les salaires sont 10 fois moindres. On s'interroge à la lumière de cet exemple, est-ce que l'Afrique est condamnée à se développer sur ce modèle de sous-traitance à bas coût? Oui, alors là, ça fait rire aussi les crocodiles. Hein. Je crois qu'on est passé maintenant, j'espère que les gens ont compris, le super cycle chinois est terminé, cette globalisation de la valeur ajoutée mondiale, etc., s'est dépassée. Il y a eu un rapport de la Banque africaine de développement et de l'OCDE pour vendre ce modèle, l'insertion de l'Afrique dans la chaîne de valeur ajoutée mondiale. Il y a quelques exemples, celui d'H&M, vous le citez, mais enfin fondamentalement, ça ne sera certainement pas le modèle qui va marcher pour l'Afrique. Pourquoi? Pour deux raisons simples. Un, c'est un marché gigantesque, d'ores et déjà. Je vous ai dit 4 milliards, mais même aujourd'hui, c'est déjà 1,5 milliard d'habitants et ça croît à toute vitesse. Même un pays comme le Niger qui avait 2 millions d'habitants, qu'on a 18, vous vous rendez compte? Il y a déjà un marché. 2 millions à l'indépendance. Voilà, la demande. Et si les Chinois sont en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas pour les matières premières. Si les Indiens y sont, c'est pour le marché.
Deuxième raison, c'est l'aspect, l'offre, sur le côté de l'offre. L'Afrique dispose de richesses épouvantables sur le plan des matières premières, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de son capital humain. Et donc je pense que l'Afrique va nous bricoler quelque chose qui sera une économie intégrée. Et vous avez le sentiment que la France a pris la mesure de ces perspectives de développement, qu'elle tire finalement profit pleinement de cette zone d'influence traditionnelle et historique? Oui, oui, cessons de faire pleurer les crocodiles. La croissance des échanges de la France avec l'Afrique, elle est là. Il faut arrêter de dire qu'on décline, que c'est terminé. Alors évidemment, en termes relatifs, quand vous avez un géant chinois ou même l'Inde qui ont ciblé depuis 10 ans l'Afrique comme leur marché, leurs ressources, leur gisement de ressources naturelles, ben c'est normal que vous avez une part de marché qui est en baisse. Mais la France, et notamment dans toute la partie de l'Afrique de l'Ouest, enfin, pas loin de la moitié de l'Afrique, parce qu'il y a l'Afrique centrale, le Congo, mais j'ai jamais vu autant de présence d'entreprises françaises. Vous êtes au Niger, vous avez des stations d'essence de Total partout, partout. J'imagine ce qu'on dirait à Paris si c'était du China Petroleum, hein, on dirait le pillage. Bon, ben là, on ne dit pas le pillage de la... Quand vous rentrez dans les supermarchés, mais c'est pareil, ce sont des produits made in France. Quand vous regardez les constructions de routes ou Bolloré, je suis passé sur la voie de chemin de fer qui va relier Namé à Cotonou, c'est impressionnant. Donc non, la France y croit, la France y va, peut-être pas assez la jeune génération, hein, ce qu'on appelle la génération Bataclan maintenant. Voilà. Il faut qu'elle y aille, elle, en Afrique, il faut qu'elle arrête d'avoir peur. On a plutôt des gens d'un certain âge qui n'ont pas nécessairement bien compris que les jeunes africains veulent aussi dialoguer avec des jeunes européens. Alors justement, la transition, elle est parfaite. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'Afrique? Et je vous pose la question parce que vous soulignez l'importance et la rapidité de la révolution du mobile, qui est plus rapide que dans nos pays. Ah oui, attendez, je vous ai dit qu'au Niger, je payais avec mon téléphone, partout, 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 je n'ai pas utilisé un billet. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui tient en fait à deux facteurs. Premièrement, l'Afrique décolle au XXIe siècle, donc elle ne va pas reproduire les modèles passés. Deuxièmement, il y a une spécificité. Il y a chaque espace culturel. Vous savez que je suis passionné par la Chine et l'Inde. C'est ça qui m'intéressait, c'est le modèle indien et chinois de développement. Ben, dans le cas de l'Afrique, il y a des modèles tout à fait spécifiques. Notamment, ben oui, on s'en moque, mais le rôle de la palabre. L'Afrique est un continent où je crois que le consensus, le fait de parler, pour mettre tout le monde d'accord, joue un rôle extrêmement important. Ce n'est pas une société hiérarchique. Fondamentalement. Et donc le téléphone sert à ça. Puis deuxièmement, les gens ont oublié la géographie. Vous savez, mon livre commence par la géographie. 30 millions de kilomètres carrés, vous pouvez mettre l'Europe, les États-Unis, la Chine. Donc il y a un espace gigantesque. Le problème de la plupart des pays africains, c'est d'arriver à reconstituer leur tissu géographique. Et le téléphone mobile, eh bien, de ce point de vue-là, ou les télécommunications, de ce point de vue-là, vont jouer un rôle absolument essentiel. Ce sont les autoroutes ou les routes de l'Afrique de demain. Eh bien, merci beaucoup Jean-Joseph Boileau. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle votre livre, L'Afrique pour les nuls. Merci beaucoup. Merci à vous.